fils d'agriculteur. Ici, on est sur les terres qu'exploite mon père depuis toujours, et mon arrière-grand-père, et ainsi de suite. Je me considère comme paysan. RTE, qui est une filiale d'EDF, qui s'occupe du transport de l'électricité, a pour projet depuis environ 2007 ou 2008 d'implanter ici un méga transformateur qui servirait notamment à acheminer l'énergie produite par les éoliennes industrielles qui sont en train de se construire depuis une dizaine d'années dans le sud d'Aveyron, dans l'est du Tarn et le nord de l'Hérault. La construction de la Massade, ça a amené beaucoup de gens qui sont convaincus dans tous les environs que l'éolien c'est pas une bonne chose et qui ont compris que le point central de ce développement éolien c'est le transformateur de Saint-Victor. Je suis venue à la Massada pour représenter l'association Agir autrement pour la Xainterie. Au départ, beaucoup de gens, c'est ce qui a été surtout diffusé par les promoteurs, il y avait un effet de rareté, de nouveauté. Voilà. Est-ce que maintenant on s'extasierait sur un pylône électrique? Je pense pas. Au départ, les gens ils trouvaient que c'était bien parce que ça leur ramenait l'électricité. Il y avait une raison. Les éoliennes, ça ne nous amène pas d'électricité, ça en surproduit déjà. Et en plus, ça nécessite aussi des pylônes électriques, ce que souvent les gens oublient de dire. On est une des zones du sud-ouest des plus productives d'électricité grâce à nos barrages. Donc c'est évident que cette énergie-là, elle ne nous profitera pas à nous. On est déjà en surproduction ici. Non, cette électricité-là, elle n'est pas pour nous, quoi. On sait très bien que s'ils veulent mettre un transformateur ici, c'est pour monter en puissance l'électricité, afin de l'évacuer. Ça sert d'abord à produire de la spéculation, de l'argent. Pour qui? Pour des promoteurs, pour des investisseurs financiers, pour des fonds de pension, pour des holdings différentes. Et puis ça sert aussi en fait finalement à occuper les territoires. Ce projet n'a jamais été voté en conseil municipal sur la commune. Tout s'est fait dans le dos des habitants par l'ancienne municipalité. Allez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Allez, au revoir. J'étais venu ici de Strasbourg pour me mettre un peu au vert à la campagne, puisque là-bas j'avais quand même beaucoup d'activités. J'étais cadre dans une boîte de sécurité après avoir été militaire pendant 19 ans dans les parachutistes. Et donc je suis arrivé ici, j'étais très bien accueilli par la municipalité de l'époque, avec lequel maintenant je suis en guerre depuis 14 ans. Merci Pierre. Il y a des bouts de vallée magnifiques avec une nature quasi originelle et donc il faut protéger. Pour les projets éoliens ici, il y a d'abord eu un très gros projet éolien qu'on a réussi à faire tomber là en 2008-2009. Ce projet n'est pas passé, ils nous l'ont présenté entre guillemets à la découpe. Hein, donc il y a des projets dans tous les villages. Et ici à Riols, là, il y a malheureusement le projet, c'est un peu comme celui sur le plateau d'Albine-Salle, où tous les recours sont épuisés. Et donc on va lutter d'abord par des manifestations. Je milite sur la ZAD d'Albine. Donc là on a été appelé par des gens parce qu'ils avaient déjà 6 éoliennes qui avaient été construites il y a 10 ans en arrière. Et là ils vont en avoir 8 de plus qui vont arriver sur le roc de Peyremont, qui est un site touristique, c'est quand même fréquenté, très fréquenté. Où est-ce qu'il y a une belle légende et tout ça, enfin, il y a plein de choses qui gravitent autour, quoi. Et donc encore une minorité de gens qui subissent les nuisances des éoliennes. Ce qui était le cas à Limoux, parce que là carrément c'était 3 villages qui étaient touchés, quoi. Donc là on a eu un exemple choquant pour nous les militants qui nous ont incité justement à vraiment s'impliquer dans cette lutte-là, quoi. C'est qu'ils nous ont montré un village qui était entouré complètement d'éoliennes, donc avec tout un côté nord qui était rempli de 24 éoliennes. Est, ils avaient encore 4 autres éoliennes qui se faisaient. Et nous on est sur le sud, et donc là il allait se faire 6 éoliennes de plus. Donc ce qui a fait que bon,
qu'on a vu l'ampleur des dégâts, ben là on s'est dit bon ben ouais, il faut vraiment y rentrer, faire quelque chose. Pour les habitants, c'est la dévaluation de leurs biens, entre autres de leur maison, parce que qui va acheter maintenant une maison apparemment ailleurs, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas ici, ça perd à peu près un tiers de sa valeur les maisons, hein, les biens. Autrement, mais c'est surtout en plus, c'est au point de vue même santé, puisque les éoliennes sont à moins de 500 mètres. Hein. Ah, mais attends, sinon je vais déplacer un peu la jambe de fond. Beaucoup de collectifs ou de mouvements, d'associations luttent contre l'éolienne depuis quelques années. Ça peut paraître fou de dire ça, mais le seul truc écologique de l'éolienne, c'est que ça tourne avec du vent, quoi. Parce qu'on appelle ça du développement durable. Une éolienne, il faut savoir que sa durée de vie, c'est 25 ans. C'est plusieurs milliers de tonnes de ferraille et plusieurs milliers de tonnes de béton pour le faire tenir. Dans la construction, dans les étapes de construction d'une éolienne, on utilise notamment des terres rares, qu'on appelle, qui sont extraites dans une ville en Chine. Il faut 3 tonnes de ces terres-là pour pouvoir extraire quelques kilos de ces terres-là qui vont servir aux aimants, donc la pièce maîtresse des rotors des éoliennes. Et donc ces terres rares pour les exploiter, donc ils sont clairement en train de défoncer des montagnes en Chine pour extraire ces terres-là. Ensuite, il faut les raffiner. Donc il y a des raffineries énormes où on passe des quantités d'eau incroyables, plus des produits chimiques qui polluent cette eau. Il y a un lac à côté de cette ville, un lac artificiel du coup qui récupère ces eaux-là, qui est d'une couleur qui frôle le vert fluo, qui fuit de toutes parts, donc qui contamine au final les nappes phréatiques et ensuite la mer, quoi. Et ce village est surnommé le village du cancer. L'espérance de vie dans ce village est tombée en dessous de 40 ans. Non, mais il y a aussi tout ce qui est l'écosystème, quoi, je dirais. Hein, de la faune, de la flore et compagnie. Il faut mettre au minimum à l'heure actuelle, enfin pour les anciennes éoliennes et les petites, entre guillemets, de 130 mètres, il faut 2000 tonnes de béton au pied pour maintenir le mât. Hein, 2000 tonnes de béton. Ce qui est gigantesque. Donc, il faut débroussailler, il faut s'accacher, je dirais, l'écosystème. Ils font des autoroutes pour emmener les éoliennes là, sur nos crêtes. Là, il y a eu à Font-Froide, là, le pire ici dans le coin, c'est un endroit qui s'appelle Font-Froide, où on appelait ça autrefois les balcons de l'Hérault. C'est-à-dire, ça domine la plaine, c'est le bout des Cévennes méridionales, hein, et ça domine toute la plaine de l'Hérault. On voit on voit la mer bien sûr, on voit Sète, Béziers, Agde et compagnie, par beau temps. Ils ont mis 10 éoliennes, ils ont tout saccagé. Ça a tout été saccagé, même le GR7, qui est l'un des plus principaux GR avec le GR20 en France, ça a été complètement saccagé, ils devaient le remettre en état, ils ne l'ont pas remis en état, il suffit d'y aller, ça se voit. Donc c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et là, pour ça, ils ont fait une piste qui fait 23 km de long pour emmener les éoliennes, pour emmener le corps des éoliennes et des pales. 23 km de long sur 8 mètres de large. En elle-même, après, au niveau des écosystèmes, il faut savoir que ça a un gros impact. Les couloirs migratoires aussi, pour les oiseaux, ça semble assez évident. Au niveau des terres agricoles, ça semble évident qu'une éolienne, pour qu'elle tourne, il faut quand même huiler la mécanique, donc c'est ultra lubrifié comme machine. Toute cette huile, tout ça se nettoie à chaque pluie, et au final, ça vient contaminer toutes les terres agricoles, quoi. Je suis venu ici avec des collègues, quelques collègues zadistes. On est venu ici dans cette montagne noire où encore on a un endroit où on ne voit pas d'éoliennes. Waouh, c'est un endroit magique presque encore. C'est pas mal l'éolien, mais de la façon industrielle et capitaliste qui va le mettre, c'est pas pareil quoi. Et pour ça ils font des autoroutes dans les forêts et ils bétonnent toutes les montagnes, toutes les cimes des montagnes. Pour on a de l'énergie verte, je comprends pas tout un peu. On veut sortir du nucléaire et pour ça on bétonne des montagnes, on fait encore plus de merde. On a été obligé de faire des routes, on est obligé d'un moment de faire des trains, mais il y a la modernité qui était là, elle est faite et tout. À un moment il faut arrêter la connerie juste de plus, toujours plus. L'éolienne industrielle, je sais pas, pour sortir du nucléaire, c'est toujours de la surproduction.
Et voilà, on n'a pas une sinistrée. Ah, certes, à chaque fois, c'est pas beaucoup de personnes. Pour l'intérêt de quelques-uns qui s'enrichissent, quoi. Pour fabriquer l'électricité, non, on n'a pas besoin, quoi. Parce qu'on est déjà assez équipé entre le parc nucléaire, tout ce qui est hydraulique et choses comme ça, quoi. C'est complètement aberrant. Et là, leur niche financière, elle fait vraiment beaucoup de ravager, quoi. On ne ferme même pas des centrales nucléaires. Fessenheim, 65 ans, qui a des fuites, des fuites et des fuites, ça on n'en parle pas. On fait de plus en plus d'éoliennes, de plus en plus haut. Pour quel profit? Cet argent-là, le citoyen, il est content parce que dans sa clause de contrat, il y a une petite phrase qui est marquée pour l'écologie, pour le bio, pour l'énergie renouvelable. Ah, eux, ils sont contents, ils payent, mais non, c'est pas ça en fait. C'est les amendes. C'est les amendes que les gens y payent. Ou c'est pour financer des projets comme ça, comme ici. Ici, il y a 6 éoliennes. En fait, on s'est rendu compte, depuis le protocole de Kyoto, il y a cette histoire, pour simplifier, de crédit carbone. Les plus gros pollueurs de la planète, entre autres Lafarge, Total, Caterpillar, des exemples comme ça, se sont vus imposer des taxes carbone, c'est-à-dire plus pollueur-payeur. C'était la devise du truc, on a tous entendu cette phrase-là. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a proposé à ces entreprises-là, au lieu de compenser leur pollution par un impôt, de financer du renouvelable. Et donc c'est là qu'on se rend compte que sous des noms d'entreprises familiales ou des trucs comme ça qui viennent et qui se disent promoteurs éoliens, en fait derrière ça c'est du Lafarge, c'est du Total. Et ces gars-là, grâce à l'éolien, s'achètent des droits à polluer et peuvent même se les échanger entre eux. Donc ça crée un gros business de l'écologie, soi-disant, quoi. Et on se rend compte qu'on est passé du pollueur-payeur au pollueur-payé. Ces éoliennes, elles nécessitent des minerais rares, donc qui sont entre les mains effectivement d'exploitants miniers dont les nucléaristes en font partie. Donc Areva, par exemple, n'a pas que des mines d'uranium. Areva a des mines d'or, a des mines de minerais rares partout sur la planète, pour citer que lui. Mais c'est pareil pour la Chine, c'est pareil pour tous les industriels de la planète entière. Donc ceux qui sont sur ce marché-là, ils ont besoin d'avoir la matière première. Donc ce ne sont pas des gens qui veulent du tout arrêter le nucléaire, ce sont des gens qui prennent le prétexte d'une énergie renouvelable, qu'ils maîtrisent eux totalement, qu'ils mettent sur un marché centralisé où ils vont pouvoir le distribuer pour que les gens surconsomment. Sans parler que va-t-on faire dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, lorsque les éoliennes seront périmées, que va-t-on faire de ça? Alors on vous dit, oui, non, mais il y a un fonds sur lequel les propriétés, comment on appelle ça, les multinationales, doivent cotiser pour pouvoir démonter plus tard les éoliennes. Sauf qu'ils n'ont pas obligation de mettre l'argent sur ce compte. Donc ils auront ils vont tout simplement déposer le bilan, je sais pas, 5 ans avant, ou 10 ans avant, ils vont déposer le bilan, donc ce sera à la collectivité territoriale locale de retirer les éoliennes. Faire comprendre qu'une éolienne industrielle, ça n'a rien d'écologique, que c'est des usines qu'on vient mettre de la montagne, dans les campagnes, qu'il y a des zones entières qui vont être sinistrées, et qu'au fur et à mesure, ça va être des zones qui vont se vider, quoi, de la population. Donc des villages médiévaux, choses comme ça, des super coins de montagne comme ici, quoi. C'est des endroits comme ça derrière où on a poussé tous les gens à l'époque à aller dans les villes, donc il n'y a plus personne, c'est l'exode rural, hein, je crois. Et il n'y a plus personne dans ces montagnes, donc maintenant ils peuvent arriver et faire ce qu'ils veulent. Il y a très peu de gens qui peuvent se défendre. C'est quelques agriculteurs, ils ont leurs vaches là, ils n'ont pas grand chose, on leur prend tout, on leur enlève tout, on les déloge. Ce respect-là que l'État français il donne aux gens, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je me bats contre ces choses-là aussi, où l'État français il prend des ponctions à tout le monde, cette putain de royauté. Ça va aussi de pair avec une perte de l'agriculture, puisqu'en fait les terres arrivent dans les mains des banques à la fin, et en fait on fait une agriculture industrielle, et donc ces gens-là on n'en veut plus, on ne veut plus d'agriculteurs. Donc en fait, ça fait partie. On leur fait bien comprendre qu'ils sont indésirables et que c'est vraiment, ils ont tort de refuser les quelques clopinettes qu'on leur donne contre les éoliennes. Il y a une espèce, pour moi, de mépris qui est absolument insondable dans cette histoire-là. Ce qu'on retrouve dont ils souffrent le plus, c'est justement cet isolement.
qu'on a ressenti le plus, surtout au niveau de Limoux et tout ça, quoi. Et après, on venait ouvrir ici. Ouais, c'est leur isolement, leur dispersion, et donc essayer de mettre en place une cohésion. Ça, mais de leur dire, bon, et de mettre en lien avec les autres collectifs, comme là pour l'Aude, quoi. Je veux dire, c'est le nord et le sud de l'Aude qui sont touchés, quoi. Les gens là, ils cultivent leur bout de terre, ils font 3 petits trucs, on les emmerde, on laisse pas vivre, on t'empêche d'être ta propre autonomie. Tout le monde pourrait faire, si tu habites à côté d'une rivière, ta petite production d'électricité avec la rivière, tu peux te servir de l'eau aussi pour faire un petit truc, tu vois, que ça reste à petite échelle et que ça soit chacun sa propre autonomie. Et sauf qu'on nous interdit à toute autonomie, on nous empêche, on veut juste que tout soit sous condition de l'État. Rien que les sources ici, tous les gens ils viennent, ils prennent les sources, les mairies, et ils détournent les sources. Comme ça, c'est bien, tu payes. Il y a plein de personnes qui nous ont dit ouais, vous êtes contre l'éolienne et au final vous construisez une éolienne, mais bien sûr parce que c'est pas du tout la logique, la logique est complètement différente. Déjà pour fabriquer une éolienne artisanale, les matériaux c'est des trucs tout est de récupération, déjà d'une. Et puis en fait c'est ça, on défend un peu ce point de vue là de dire EDF et l'État français a décidé que c'était son rôle de produire l'électricité pour les gens et de rendre illégal presque en fait quand on n'est pas relié au réseau d'EDF on n'est pas dans la légalité, quoi. Et en fait c'est ça qu'on défend, c'est de dire ces mecs là ils ont la même mise sur un truc hyper fort, quoi, et qu'en fait on veut montrer qu'on peut tous s'approprier la production de l'énergie dont on a besoin, quoi. Quand on sait qu'il y a une rivière souterraine sur deux des 6 éoliennes, il y a 20 mètres, ils ont une forêt à 20 mètres du sol et ils sont tombés sur une rivière souterraine. Donc si il y a la rivière souterraine, c'est qu'il y a de l'eau. En même temps, s'il y a du béton dans l'eau, toutes les petites communes aux alentours, ils auront plus au robinet, eux c'est l'eau de source qui tombe. C'est pas l'eau d'une grosse multinationale. Donc du coup, ça sera encore faire du profit aux autres. C'est un vol de l'idée des renouvelables, qui n'était pas ça au départ effectivement, mais ils ont réussi à retourner complètement, je veux dire, par la bêtise de tout un tas de mouvements écolo politiques, on va dire, de retourner complètement ce qui était sain c'était une belle idée au départ, d'en faire quelque chose, en fait un marché. D'en faire un marché. Et comme toujours, quand vous faites un marché de la plus belle idée, et vous la pervertissez et ça devient une nuisance pour tout le monde, quoi. On veut des petits projets locaux, sur les toits, sur les friches industrielles, sur des choses comme ça, mais pas sur des terres cultivables. On démontre un peu que l'éolien, c'est une bonne source d'énergie. Le vent, éole, on s'en est toujours servi. Sauf que là, la façon industrielle et capitaliste comme ils le font, c'est plus du tout la même chose. L'électricité, elle n'est même pas pour la France, elle n'est pas pour rien. Je suis pas, comment on appelle ça, pour juste que le truc tout français, tout, j'en ai rien à foutre, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'au moins si le village qui a ses éoliennes chez lui, qui entend le bruit en permanence, tu as l'impression que tu as un aéroport à côté de chez toi et c'est un bouh en permanence que tu entends tous les jours. En plus, c'est amplifié parce qu'il y a du vent. On parle de plus en plus des problèmes au niveau des ondes électromagnétiques et tout ça. On sait très bien, on sait pertinemment que tout ça, ça a un impact sur la santé. Les éoliennes aussi émettent des ultrasons, ils émettent des ondes et sur des villages où les éoliennes ont juste quelques années, il y a des habitants qui se sentent déjà malades, qui se sentent mal, dépressifs et ça se comprend. Il règne ici une ambiance de bienveillance entre les personnes. C'est un terrain d'expérimentation. C'est de l'échange en permanence. N'importe qui a une idée sur un truc à faire ou qui se demande comment construire ci ou comment fabriquer ça. Du coup, c'est un échange entre les personnes. C'est hyper enrichissant. Avoir de l'autonomie et de l'autogestion, c'est ça, c'est le principal. Et du respect. Déjà du respect envers soi. Parce que même sans ça, on ne peut pas avancer. C'est une convergence de lutte, quoi. Donc c'est un lieu où est-ce que justement on essaie d'apporter aux luttes locales un côté, une dimension où est-ce qu'il y a un peu plus d'échanges, un peu plus essayer de les mettre un peu plus en lien les uns avec les autres. C'est toujours en train d'essayer de fédérer pour qu'on soit tous solidaires justement, ce qui est le but de l'Azote, quoi.
c'est d'amener plusieurs collectifs, c'est de mettre des choses en place. Donc, tu vois, l'équipe communication, t'as les équipes légales, enfin, les choses comme ça, quoi, qui nous servent à nous protéger en tant que militants, quoi. Tous les gens qui ont une petite mode alternatif en fait, d'expression et tout ça, quoi. Il ne faut pas oublier que la ZAD, c'est un lieu d'expression justement de l'alternative, de tout ce qui veut sortir de l'ordre du commun, quoi. J'essaie justement de motiver un peu une petite communauté qui est à côté, pour leur dire si vous pouvez venir faire une petite cabane, une construction, afin que vous réunir et puis faire par exemple 2-3 buts de permaculture. Et qu'après, ça incite des gens qui sont dans la permaculture de on arrive, il y a un truc permaculture, tiens, une cabane. Ils ont plus tendance à rester. Et donc, justement, à fixer cette mixité, quoi. Il y aura toujours besoin de plus de monde, partout. Moi, je suis manuel, je suis pas informatique. Toi, tu es informatique dans le montage, mais tu es pas manuel peut-être dans n'importe quoi, dans la construction. Donc voilà, c'est le partage, c'est l'échange. On a plusieurs menuisiers, on a des gens, même des flics, des gendarmes, des CRS, des GM, des gardes mobiles qui ont mangé 6 mois à Notre-Dame-des-Landes en 2012 et qui ont lâché leur carte et qui sont venus dans la lutte. On ne vit pas avec la super mondialisation, industrialisation, tout ce qu'on veut, pesticides et tout. La nature, c'est elle qui nous donne. Il faut la respecter. Si on ne la respecte pas, elle-même, elle ne veut pas nous respecter. Il y en a, ils vivent trop dans le portable, dans l'ordinateur. Voilà. Moi, je vivais avec mon vélo dehors. Donc maintenant, voilà, à 27 piges, je sais pourquoi je suis dehors et je sais pourquoi je la défends. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire comme action directe, quoi, pour changer ce monde-là, quoi. Ce que je faisais avant sur ma ferme déjà, ultérieurement, avant de connaître les ZAD. Où est-ce que je partageais une partie de ma production, qui était vouée au partage, quoi, et donc qui était non capitalisée. Je pense qu'il faut vraiment que naisse une résistance populaire et des habitants de partout pour s'opposer à cette dépossession au profit des énergéticiens. On veut une vie collective, amicale et voilà, avec de l'amour. La vie, elle est tellement plus belle quand on lutte, qu'on essaie d'être maître de ses décisions, maître de son avenir. Se laisser vivre, ça peut être cool le moment, quoi, mais en fait, rester tranquille dans un coin, au final, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Et moi, personnellement, depuis que je me suis politisé, si on peut dire ça comme ça, en construisant cette cabane, en étant ici, en faisant ces choses-là et les choix qu'on fait, je me sens tellement mieux, quoi, tellement plus épanoui. Les rencontres qu'on peut faire au quotidien, c'est incroyable les rencontres que j'ai fait, quoi, et que je vais continuer à faire. Et du coup, moi, j'appelle à tous les gens qui hésitent à franchir le pas, d'aller soit dans une association, soit quand il y a une manifestation, essayer d'y aller, de se bouger, quoi, en fait, pour les idées qu'on défend intérieurement, quoi. Et en fait, quand on saute le pas, on se rend compte qu'on est beaucoup plus épanoui dans tout ça, quoi. Parce que moi, des idées, j'en avais plein dans ma tête, quoi, et je voyais bien que j'avais envie de faire quelque chose, que j'étais attiré par tout ce monde-là, quoi, ce monde de lutte, de présence et tout ça. Et en fait, à partir du moment où tu franchis le pas, c'est bon, c'est parti. Et la vie, elle est différente, quoi. Quiero creer en mi destino sin límite, como una estrella en el cielo brillando, iluminando todo el continente. No hay nada ni nadie que pueda imitarlo. Mucho amor por el mundo, mucho amor por la tierra, nada parará la paz. Cuando la gente comprenda que la guerra igual dinero, la guerra igual maldad. Somos hermanos, hermanas, pues familia. Te doy mi corazón aunque no tengas nada. Soy un país con mucho orgullo y un patriota con mucho sentido. No me vengas con tu política, pues yo sé que mi vida no dependerá de vuestros discursos tan falsos, tan falsos, tan falsos, mentira tras mentira. Soy un trabajador de más que necesita ayuda porque es duro de trabajar. ¿Y cómo voy a pagar las deudas si no encuentro la persona que tenga confianza en mí? Porque mi alma me suena. Pero creo en la luz de mi destino, por eso acepto el combate de la vida y seré vencido. Pero creo en la luz de mi destino, por eso acepto el combate de la vida y seré vencido. Por eso acepto el
baisse pas les bras. À tous ceux qui continuent le combat. Cartouche, Karma Sista.